Bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin. Alors qu'il n'y ait pas de mécompréhension, c'est pas moi que vous êtes venus écouter, mes familles. Donc je vais quand même faire une petite introduction comme il est d'usage. Et je voudrais dès à présent remercier Fanny, parce que nous sommes très honorés et très ravis de recevoir Fanny dans le cadre du Cercle One. Fanny, dont à la fois le parcours professionnel et les engagements méritent votre écoute et votre attention. Je ne sais pas si vous êtes venus parce que vous vous dites c'est bien de commencer la journée par quelque chose de positif, vous avez vu le thème, la finance positive, ou parce que vous vous dites que c'est étrange comme thème, parce que finance positive, ce sont quand même deux mots antinomiques, paradoxaux, et qui est peut-être anguille sous roche. C'est quand même un peu bizarre comme association et qu'on soit obligé d'insister sur le fait que la finance peut être positive. A contrario, elle peut être perçue comme négative, et vous vous souvenez tous de la tirade célèbre de l'un de nos présidents passés, « Mon véritable ennemi, c'est la finance ». Ou peut-être parce que vous sentez bien quand même dans cette période disruptive qu'il faut évoluer par rapport au vieux modèle et que la finance doit être au service de la société, comme une entreprise à mission, si l'on veut que nos modèles démocratiques perdurent. Et qu'en conséquence, il est nécessaire, pour aligner le plus grand monde, que la finance ne tourne pas en boucle sur elle-même, que la croissance virtuelle rejoigne la croissance réelle, au service du plus grand nombre et du développement de nos sociétés. Pour paraphraser Thomas Piketty, on a beaucoup utilisé la finance pour sauver la finance, mais on est beaucoup plus hésitant quand il s'agit de sauver la planète, de créer des outils productifs qui réconcilient progrès et modernité, ou pour réduire les inégalités croissantes qui sont en train de bouleverser le modèle démocratique hérité de l'après-guerre. C'est peut-être, Fanny, le nouveau rôle assigné à la finance. Dans un monde où les États apparaissent de plus en plus pauvres et où les patrimoines privés de plus en plus élevés, il n'est donc pas anormal de penser que l'action de la finance doit de plus en plus faire société et prendre le relais des contraintes qui paralysent les États. En employant le mot « service », je veux dire qu'il doit bien évidemment y avoir des professions qui doivent être au service de quelque chose qui les dépasse, qui dépasse la réflexion court-termiste. Peut-être que désormais, d'ailleurs, aucune profession n'échappera à des objectifs durables, des objectifs de partage, des objectifs long terme, des objectifs écologiques. En employant le mot « service », je veux aussi dire combien, en tant qu'avocat, même en tant qu'avocat d'affaires, terme certainement un peu péjoratif parfois, nous sommes au service des entreprises, que nos cabinets constituent, avec les médecins, les curés, peut-être les derniers confessionnals, où nos clients peuvent se confier sur leurs ambitions, leurs buts, leurs désirs, leurs réussites et leurs échecs. Notre cabinet a été créé en 1920 et ce n'est pas rien, nous en sommes fiers, et nous avons toujours réussi à nous adapter à notre environnement, à fournir des conseils adaptés aux entreprises et aux personnes qui nous sollicitent. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine d'avocats et notre taille modeste ne nous empêche pas d'avoir la confiance de clients prestigieux, que ce soit pour des conseils quotidiens en matière patrimoniale et stratégique, en matière contentieuse ou en matière transactionnelle. Nous ne recherchons pas un effet de taille. Ainsi, nous nous sommes renforcés malgré tout cette année en accueillant en fiscal Églantine Nuret et Valérie Farez, en matière sociale Marion Kahn et en corporate Alexandre Piètre, pour avoir une pratique transactionnelle et transversale du meilleur niveau. Nous avons aussi reçu des distinctions ces 12 derniers mois. Je suis assez fier de pouvoir vous le dire quand même, parce que voilà, nous avons reçu la distinction de la meilleure équipe M&A sur le segment mid to large et 2 trophées d'argent en matière de restructuring et de private equity. Ces domaines n'étaient pas les domaines d'activité du cabinet, mais nous avons su nous adapter, comme les challenges que doit relever la finance pour être positive, et certainement participer à la réduction des inégalités ou à la construction d'une économie durable. Ce qui, vous voyez bien, est important en ce moment. Notre rôle, comme la finance positive que défend Fanny, ne doit pas se résumer à faire des opérations pour être dans le journal ou avoir un prix, mais nous devons aussi être en prise avec les débats sociétaux. C'est le rôle des avocats. Alors, comme le disait John Kenneth Galbraith, j'ai un peu travaillé, j'ai relu un petit peu mes classiques,
Si la seule fonction de la prévision économique est de rendre l'astrologie respectable, on peut essayer de penser avec Fanny que le fonds Généo qu'elle a créé, que la nouvelle génération de la finance consistera à rendre la finance respectable. Et donc je suis très fier et très heureux de lui passer la parole. Voilà. Bonjour à tous, ravie d'être ici ce matin dans un cabinet d'avocats dont je découvre qu'il est aussi une entreprise centenaire. Il y en a peu en France, quelques centaines, donc félicitations. Et au service d'entreprises familiales, beaucoup. Un public que j'affectionne tout particulièrement et dont notre économie a tant besoin. Ces entreprises qui pensent long terme, qui investissent par tous les temps et qui mettent l'humain au cœur du projet d'entreprise. Donc bravo à vous. Je suis heureuse d'être ici ce matin pour vous parler de finances positives. Alors, pour ceux qui ont regardé un petit peu mon profil, et puis je connais plusieurs d'entre vous dans la salle, ça peut être un peu étonnant que ce soit finalement une ancienne fonctionnaire qui vous parle de finances et d'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est un profil plutôt atypique dans la finance. Et pour comprendre mon parcours un peu étonnant, que je résumerai au début pour ceux qui ne me connaissent pas encore, il faut comprendre que le fil rouge, en fait, c'est l'emploi et la création d'emplois, l'envie de servir mon pays en créant des emplois, en permettant à chacun d'avoir une place dans la société par le travail. Je suis originaire des Hauts-de-France, dans l'arrière-bassin dunkerquois, et j'ai été assez marquée assez tôt par ces problématiques. Et voilà ce qui explique que j'ai d'abord choisi le service public, la fonction publique, pour servir mon pays. Et puis progressivement, parce que la vie est un long parcours, j'ai découvert que dans l'entrepreneuriat, il y avait aussi la notion d'engagement, cette idée de mission, cette envie de créer des entreprises pour finalement répondre à des besoins non pourvus. Mais cet engagement, il est aussi fort que le service public et il sert à l'intérêt général. Voilà, donc eh bien, après 10 ans à Bercy, où j'ai travaillé au service du financement de l'économie, et mon premier sujet, c'était un sujet cher à Thierry Hortemans, qui était de voir comment l'assurance vie pouvait mieux financer les PME et ETI. Je me suis dirigée vers les questions européennes. J'ai eu la chance de faire la présidence française de l'Union européenne auprès de la grande Madame Lagarde, pendant la précédente crise, voilà, après la chute de Lehman Brothers. Il se trouvait que la France était en pleine présidence française de l'Union européenne et l'équipe en fait a essayé tant bien que mal de répondre à deux problématiques. La principale qui était celle de la stabilité financière, puisqu'il y avait des faillites de banques, il y avait des fermetures de fonds monétaires et derrière un risque d'assèchement de l'économie. Et puis aussi les problématiques d'éthique dans la finance, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au même moment, on avait l'affaire Madoff et on avait les scandales autour des bonus des traders. Voilà, donc un moment de prise de recul aussi sur le monde de la finance et tout de suite après un basculement dans le monde de l'entrepreneuriat, puisque j'ai eu la chance d'être nommée au CIRI, c'est là que j'ai connu Philippe. Et donc entre 2009 et 2012, j'ai restructuré 180 sociétés en difficulté et je crois que c'est la meilleure école de formation. Si j'ai écrit aujourd'hui Carnet de rebond, c'est peut-être pour transmettre tout ce que j'ai appris à travers ces 180 cas, tous différents, d'entreprises qui étaient affectées par la crise, qui étaient affectées par ces transformations. Mais une crise, c'est juste un accélérateur de transformations qui sont à l'œuvre à un moment donné. Et donc, comment construire le rebond? C'est avec des hommes et des femmes, c'est avec de la gouvernance, avec de l'anticipation et avec beaucoup de collectifs autour des salariés, des actionnaires, des banques, des clients, des fournisseurs. Et donc, j'ai compris qu'en fait, la suite, ce serait pour moi d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets pour les aider à réussir. Et je voulais passer du défensif à l'offensif, donc je me suis intéressée au projet de banque publique d'investissement, qui était à l'époque dans les programmes des deux candidats à la présidentielle. Et donc j'ai écrit voilà, ce que je pensais pouvoir être une banque publique d'investissement. Et puis un an après, un certain Nicolas Dufourcq m'a dit tu
tu peux venir, c'est intéressant, on va faire des choses ensemble. Et donc pendant 6 ans, j'ai dirigé les fonds d'investissement PME de BPI France et j'ai créé, on y reviendra, des accélérateurs pour PME et ETI qui sont des espèces de centres d'entraînement pour sportifs de haut niveau destinés à injecter un maximum de capital humain dans les entreprises. Voilà, et aujourd'hui je suis devenue entrepreneur moi-même puisque j'ai des convictions assez fortes sur la finance que je vais vous partager. Et donc j'ai voulu aller jusqu'au bout de mes convictions et finalement créer ma société d'investissement qui s'appelle Généo, Capital Entrepreneur. Voilà, c'est juste pour resituer un tout petit peu ça et peut-être ça vous donnera un petit éclairage sur finalement comment ces convictions se sont forgées. Quand Philippe m'a demandé mais de quoi tu veux parler, j'ai dit j'ai qu'un seul sujet en fait, c'est la finance positive. Voilà. La finance positive, c'est important d'en parler, particulièrement en ce moment, parce que en réalité, c'est juste un moment de prise de recul aussi sur mon métier, sur ce qui se passe en ce moment, pour dire que la finance n'est pas un secteur en soi. On parle parfois du secteur financier. Ma conviction, c'est que la finance, en fait, c'est quelque part un intermédiaire au service de l'économie réelle, en réalité. Il y a des services dans l'économie, il y a des entreprises, il y a des produits et il y a des projets d'entreprise. Et la finance est là pour leur permettre de réussir. En économie, on a tous appris qu'il y avait deux facteurs, il y avait le capital et il y avait le travail. Donc le capital, c'est la finance. Et donc c'est un intrant dans l'entreprise, ça n'est pas un secteur en soi. Et c'est important de le préciser. Et donc aujourd'hui, ce service que l'on apporte à l'économie pour lui permettre de redémarrer, pour lui permettre de se développer, pour faire en sorte qu'on fasse de la croissance durable et qu'on crée ces emplois dont on a besoin pour les générations futures, il faut que ce soit une finance positive. Et donc je vais vous parler en fait pour moi des 4 composants de la finance positive qui sont le rapport au temps, la capacité à maîtriser le temps, qui sont le capital humain, plus important à mes yeux que le capital financier, qui sont le partage de la valeur, dont il faut se poser quand notre métier c'est d'aider à en créer, et puis la nécessité d'avoir un impact positif sur le monde si on ne veut pas étouffer la société dans laquelle on vit et si on se pose la question au-delà de sa propre vie, de celle des générations futures. Voilà, donc la finance positive, c'est d'abord pour moi juste un moment de repenser son rapport au temps. On est dans une société qui est en permanence dans la culture de l'urgence. Et d'ailleurs, on valorise beaucoup ceux qui sont dans l'urgence et parfois on les installe en super-héros, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde financier. Pour moi, c'est un problème parce que l'urgence, il faut y répondre quand elle se présente, ça c'est sûr, mais ça ne peut pas être le mode de fonctionnement normal d'une société, d'une sphère politique ou d'une sphère économique. Pour construire des choses fortes, durables, qui restent dans le temps, qui laissent des traces, qui laissent des marques, qui créent des emplois, il faut avoir du temps. Et tous les entrepreneurs le savent, eux qui se projettent au moins à l'échelle d'une génération, et puis ensuite ils vont penser à la transmission, soit dans la famille, soit au cadre, soit à une entreprise plus à même de poursuivre l'avenir de la société, mais en réalité ils sont toujours dans le temps long. Et c'est vrai que quand on regarde autour de nous, j'ai l'impression que plus j'ai avancé dans ma carrière et plus j'ai eu le sentiment que le temps se raccourcissait. Dès ma période en cabinet ministériel ou dans les ministères des Finances, on avait sans cesse en fait des demandes politiques de nous dire est-ce que vous pouvez nous produire une note sur tel sujet dans les 24 heures. Et on leur disait écoutez, tel sujet est quand même relativement complexe, je ne suis pas complètement sûre que je vais avoir la meilleure idée là comme ça tout de suite, j'ai besoin de consulter des gens, de mûrir le sujet. Et non. Et en réalité, on ne peut pas faire ça. Il suffit de regarder les lois fiscales également.
on ne peut pas changer tous les ans la loi fiscale parce qu'en fait la mesure fiscale n'a pas le temps de produire ses effets si on ne la laisse pas perdurer au moins 3 ou 4 ans, puisque la fiscalité c'est juste créer des incitations, essayer d'orienter les décisions privées dans une direction qui est voulue par la sphère publique, mais à ce moment-là ça prend quand même du temps de changer les comportements. Voilà, et donc cette instabilité en fait réglementaire, cette instabilité que l'on trouve dans les prises de position publiques, eh bien on la retrouve aussi dans la finance. Pourquoi ? Parce que la finance effectivement est influencée par la réglementation. Et effectivement, moi j'ai vu progressivement combien le cadre de pensée des financeurs, enfin je veux dire, le private equity, mon métier, le capital investissement, est né dans les années 80. Avec des gens qui venaient de l'entrepreneuriat et qui travaillaient sur des durées de 7 à 10 ans et qui comprenaient en fait la nécessité de capital patient. Les banques, historiquement, les banques de proximité, étaient là aux côtés des entreprises dans des relations de long terme. Et puis, il faut bien comprendre que c'est pas forcément les dirigeants de ces institutions qui sont totalement responsables, mais c'est vrai que l'évolution des normes réglementaires, prudentielles, en fait, a fait progressivement qu'on a mis la liquidité comme facteur numéro 1 et qu'on a poussé en fait à raisonner sur des horizons de plus en plus courts. Donc on a privilégié en fait les investissements très liquides sur les investissements moins liquides. Or l'entrepreneuriat, l'entreprise, ça n'est pas liquide. Et donc on a eu ce phénomène un peu court-termiste qui aboutit aujourd'hui à une vision de mon métier souvent très négative auprès des entrepreneurs parce que les fonds, c'est forcément des fonds de LBO, c'est forcément des gens qui raisonnent à 3 ans, c'est forcément des gens qui rincent les entreprises. Ça n'est pas vrai, mais ça peut être une perception. Et en tout cas, c'est vrai qu'au-dessus de ça, il y a tout un système qui effectivement peut accroître la pression sur les entrepreneurs et qui vient beaucoup de ces évolutions réglementaires qui ont poussé dans cette direction. Donc c'est vrai qu'il est urgent de repenser ce rapport au temps parce que en réalité, ça n'est pas aux entreprises de s'adapter à la finance, ça n'est pas aux entreprises de s'adapter aux contraintes externes qui sont les leurs, mais ce serait plutôt à la finance de s'adapter au cycle naturel des entreprises et plutôt de les aider à passer aussi les cycles économiques. Et donc, on sait que la vie de l'entrepreneuriat, c'est une série d'opportunités et puis c'est aussi des crises parce qu'il n'y a pas de réussite sans risque, sans prise de risque. Et que l'échec, il fait partie de la vie d'entrepreneur en général, c'est ce qui lui permet d'apprendre et d'aller plus loin. Et donc j'ai voulu travailler à une finance qui permette à ces entreprises de passer les cycles économiques défavorables, comme celui que nous traversons actuellement, et qui permettent aussi de passer les incidents ponctuels que les entreprises peuvent rencontrer dans leur chemin d'entrepreneuriat, qui est ce chemin de prise de risque. Il n'y a pas de performance sans risque. Voilà, donc ça s'appelle l'investissement Evergreen. C'est très peu répandu en France. Généo est une société d'investissement qui a 99 ans de durée de vie renouvelable. En réalité, c'est un statut qui existe depuis longtemps, qui date de 85, qui s'appelle les sociétés de capital risque. Et ce sont des entreprises, ce sont des SAS à capital variable qui ont une durée de vie de 99 ans, non pas pour dire qu'elles restent toujours dans les sociétés dans lesquelles elles investissent, mais pour dire qu'elles peuvent adapter l'horizon de temps au cycle naturel des entreprises. Parce que si on investit dans les services, on n'a pas le même horizon de raisonnement que si on investit dans l'industrie. Si on investit sur la base d'un plan de CAPEX important, on n'a pas le même raisonnement que si finalement, en fait, on est asset light, entre guillemets. Et donc c'est juste cette flexibilité. Ce sont des modèles répandus en Europe du Nord, en Belgique, en Allemagne, en Scandinavie. Ce sont des modèles qu'on trouve aussi au Canada. Ce sont des modèles dont les Asiatiques ont bien compris la puissance. Les fonds souverains chinois, singapouriens sont evergreen parce qu'on ne fait pas de grandes choses quand on n'a pas du temps, en fait. Et donc cette société d'investissement, j'espère qu'elle pourra grandir. Pour l'instant, elle gère 300 millions d'euros, mais on continue à lever des capitaux régulièrement pour pouvoir finalement faire des grandes histoires de croissance et rester autant que nécessaire.
Tant qu'il y a de la réserve de croissance, tant qu'il y a des opportunités à saisir, on doit pouvoir accompagner l'entrepreneur et lui éviter de faire tous les 3 à 5 ans une nouvelle opération sur son capital qui lui prend beaucoup de temps, alors que son temps est plus utile au sein de l'entreprise. Donc ce premier sujet qui est celui de se redonner en fait la maîtrise du temps. En tout cas, moi j'essaye de l'appliquer dans ma société et je pense que chaque entrepreneur devrait en fait avoir cette réflexion. Ce que je prône beaucoup pour ça, c'est évidemment la gouvernance d'entreprise. Je suis très impliquée à l'Institut français des administrateurs, c'est pas pour rien. En fait, l'entreprise, c'est superposer les temps, le court, le moyen et le long terme. Il n'y a pas de grandes histoires de croissance sans stratégie de long terme. Et donc, il faut pouvoir donner un cap et anticiper. Et la gouvernance est le lieu de l'anticipation stratégique. Pour le coup, les entreprises que j'ai vues arriver au CIRI étaient des entreprises qui avaient probablement mal anticipé leur transmission, pas vu une disruption technologique, pas vu un conflit social qui grondait, pas vu que si on ne faisait pas les investissements nécessaires, on risquait une disruption digitale ou que l'entreprise pouvait être fragilisée et se retrouver avec un incendie. Voilà, ce sont des sujets d'anticipation stratégique et ça se travaille dans la gouvernance d'entreprise. Et donc c'est important de savoir s'entourer d'administrateurs pour avoir cet horizon de long terme. Le court terme, on en a parlé, c'est le temps de l'urgence, il est là, c'est celui de la trésorerie, c'est celui d'un salarié qui part ou qui tombe malade, c'est celui du décès d'un dirigeant. Évidemment, il faut pouvoir y répondre. Et puis au milieu de ça, eh bien, on a le moyen terme, qui est celui du business plan, qui est celui de l'agilité, qui permet en fait de concilier les contraintes de court terme avec la vision stratégique de long terme. Et ça, c'est des trajectoires qui se révisent en permanence et tous les ans, on refait en fait son BP, on actualise son budget pour finalement avoir cette agilité. Voilà donc sur le sujet du rapport au temps avec ce très grand défi de l'entrepreneur de superposer les temps. Le deuxième sujet, c'est la notion de capital humain. Je l'ai vu quand je restructurais des entreprises en difficulté. La principale faiblesse des PME et des ETI en France, c'est qu'on a des difficultés à attirer les talents. On a des difficultés à attirer les talents parce que, en fait, historiquement et sociologiquement, et nos parents nous ont éduqués comme ça, beaucoup mieux d'avoir un CDI dans un grand groupe avec une marque qui rassure, où c'est tentant de plus en plus d'aller dans la start-up parce qu'il y a de l'adrénaline et on va pouvoir effectivement s'éclater et tenter beaucoup d'innovations. Bon. En attendant, les PME et les ETI françaises, c'est 75% de l'emploi en France. C'est 300% de la création nette d'emplois. Entre 2009 et 2016, les ETI, qui sont 2% des entreprises françaises, qui sont à peine 5 000 en France, ont créé 355 000 emplois. Dans le même temps, sur la même période, les grands groupes ont détruisé 90 000 et 100 000. Et ça n'est pas fini parce que les grands groupes ont une empreinte française trop importante par rapport à la part de la France dans leur chiffre d'affaires. Donc ça va encore diminuer parce que rationnellement, c'est ce qu'il faut faire. Et donc on a besoin de TI en France. On a besoin de faire doubler de taille nos PME pour fabriquer des ETI et il n'y a aucune raison qu'on en ait 3 fois moins que l'Allemagne et même 2 fois moins que l'Italie ou le Royaume-Uni. On a tout en France pour réussir et il faut pouvoir injecter dans ces ETI, dans ces PME qui peuvent devenir des ETI, eh bien, le capital humain dont elles ont besoin pour se développer. Parce que le plus dur quand on est entrepreneur, c'est pas d'avoir la bonne stratégie. Le plus dur quand on est entrepreneur, c'est pas d'être un excellent dirigeant. Le plus dur, c'est d'arriver à s'entourer, à pouvoir déléguer, à mettre en place les équipes qui vont faire en sorte que le scale-up, le changement de taille, est possible parce qu'on a la capacité, nous, chefs d'entreprise, à être toujours avec un temps d'avance et on a des équipes qui nous aident à exécuter le business plan. Si j'ai bien compris une chose en suivant ces entrepreneurs toutes ces années, c'est que c'est l'art de l'exécution qui est l'art le plus difficile.
parce qu'il se passe deux choses. Soit quand on n'est pas assez entouré, quand on n'a pas assez de capital humain, il peut se passer deux choses. Soit on y va quand même et on se plante. Il faut savoir qu'une croissance externe sur deux se traduit par un échec, parce que c'est difficile d'acheter et d'intégrer quand on n'a pas les équipes et l'organisation pour ça. Ou alors, en fait, on est terrorisé par l'idée de se dire j'ai pas les équipes, je vais pas y arriver, et donc on repousse l'exécution. C'est le cas sur le digital, c'est le cas aujourd'hui sur les transformations à impact. On repousse un peu le tas de sable parce qu'on se dit qu'on n'a pas les équipes pour faire, et c'est un problème au départ de performance. Il y a de la sous-performance, mais au bout de 10 ans, ça fait un problème de pérennité. Et donc c'est très important ce sujet du capital humain. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de renforcer les entreprises en capital humain. On a parlé de la gouvernance d'entreprise, qui est pour moi une des formes de capital humain, parce que ça vient mettre de l'ouverture, ça vient mettre de la veille, ça vient mettre de l'intelligence, des regards croisés dans une entreprise, avec un regard qui pour moi doit toujours être exigeant et bienveillant. L'important, c'est de mettre les sujets sur la table, mais on n'impose rien aux dirigeants, juste on alimente sa réflexion et ça permet de prendre des décisions plus éclairées. L'autre sujet, c'est bien évidemment de travailler sur des comités de direction qui soient aidants et qui soient des gens auxquels le dirigeant puisse vraiment déléguer et pas juste un lieu d'information, parce qu'il faut que les gens soient au courant. Le troisième sujet, c'est un vrai sujet pour moi et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé chez BPI France et que je continue à pousser, c'est que les PME ETI ne recourent pas assez au conseil. Seulement 16% des PME françaises ont déjà eu recours au conseil. C'est beaucoup moins que les PME allemandes. On n'a pas du tout cette culture-là. Et donc chez Généo, nous on essaye beaucoup de proposer des conseils qui offrent de la formation, qui offrent du temps partagé, par exemple sur les fonctions RH, finance, SI, digital. C'est mieux d'avoir quelqu'un 2 jours par semaine qui connaît parfaitement le sujet que de demander à son DAF de faire la RH. La gestion de projet aussi, on a investi chez Valplus, qui est le leader du management de transition. Si on a un gros projet ERP, c'est pas la peine de demander à quelqu'un en interne dans l'entreprise de le mener s'il n'est pas formé au sujet. Il vaut mieux prendre quelqu'un pendant 9 mois et l'aider à quelque part mener la gestion de projet en bonne coordination avec les équipes. Donc ça, l'injection de capital humain, il faut y penser. Et puis, ça peut être aussi beaucoup plus simplement, surtout pour les entreprises plus petites, des partenariats avec ses fournisseurs, des partenariats avec ses clients, des partenariats avec les entreprises du territoire, pour finalement en fait se dire qu'à deux, on fera mieux en co-innovation, en co-développement. Donc cette injection de capital humain, pour nous, elle est importante, et on souhaite en fait mesurer par un indice de capital humain la façon dont le capital humain aura évolué entre l'entrée de Généo Capital et sa sortie. Et c'est pas idéaliste, parce que beaucoup de gens me disent oui, mais ça c'est Fanny, elle est un petit peu idéaliste, elle est un petit peu naïve. Mais nous, on fait partie de ceux qui pensent qu'on réconcilie performance et sens quand on travaille à la fois sur le capital financier et sur le capital humain. Et que c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est les deux, et c'est les deux en même temps. Et je me garderai bien de dire lequel enrichit l'autre, parce que je pense que ça marche dans les deux sens, en réalité. Voilà. Le troisième sujet, c'est le sujet de l'impact. La finance positive, c'est celle qui a un impact positif sur le monde. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a pas mal travaillé depuis 2 ans sur les sujets de RSE. Et que la conviction aujourd'hui, c'est 2 choses. La première, c'est que la RSE, quelque part, c'est vraiment au cœur de la responsabilité de l'entreprise. Le R de la RSE, c'est ça, c'est responsabilité. Et c'est vrai que quand on exerce une activité, on peut avoir des externalités négatives. Et c'est vrai que la responsabilité de l'entrepreneur, c'est de compenser ces externalités négatives. Et moi qui travaille à côté des entrepreneurs, je peux dire que c'est le cas. Parce que c'est comme M. Jourdain, ils en font sans le savoir. Il n'y a pas besoin des reportings pour voir qu'en fait, bah oui, ils se lèvent le matin pour donner du boulot à leurs gars. Donc ça, c'est leur première responsabilité. Et ensuite, bah oui, effectivement, ils ont conscience des enjeux environnementaux et ils essayent de compenser leurs effets négatifs s'ils en ont. Mais c'est pas ça l'impact. Et l'impact, et pour moi ça c'est la nouvelle disruption,
L'impact, c'est de se dire qu'on sera mort dans 10 ans si on n'est pas capable demain de revisiter notre offre de produits et de services pour se demander si on apporte quelque chose de positif à la société. Parce que c'est ça l'attente aujourd'hui. C'est la double attente à la fois des jeunes générations qui voient le monde de l'entreprise avec parfois certains étonnements, mais pas toujours de l'envie. Pourquoi ? Parce qu'il faut en fait donner à ces jeunes générations en fait une raison de se lever le matin et d'aller s'engager à fond dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose, c'est que si on ne réfléchit pas à ces sujets d'impact, eh bien, on risque effectivement d'avoir un sujet pour attirer les talents. Le deuxième, c'est les clients. Si on est plus rationnel et qu'on ne croit pas du tout à ce sujet-là, il faut juste se dire que les clients vont déréférencer ceux qui demain ne sauront pas proposer des solutions adaptées à la réponse aux besoins sociétaux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont attendus eux-mêmes là-dessus. Et donc finalement, si on se met en B2B2C, le client final c'est le citoyen, et donc il va falloir répondre à ces demandes. Et c'est pour ça que pour nous, l'impact, ce n'est pas un sujet RSE à côté de l'entreprise. L'impact, c'est un sujet stratégique. C'est de se dire aujourd'hui, j'ai travaillé mon positionnement stratégique par rapport à un marché, par rapport à une concurrence, ça très bien, je vais voir si je fais du M&A, si je suis acteur, si je vais me transmettre, etc. Très bien. Mais mon positionnement aujourd'hui, c'est de me dire, mais par rapport en fait à ces besoins sociétaux qui tirent le marché à long terme, ces méga trends, est-ce que je suis bien positionnée ou je suis complètement à la ramasse? Parce que sinon, il est urgent de réagir, parce que dans 10 ans, ma boîte, elle est morte. Et ça, c'est ce qu'on fait chez Généo, c'est on travaille des plans d'impact positif qui sont de l'innovation. De l'innovation produit, de l'innovation service, de l'innovation procédé, pour répondre à ces besoins sociétaux. Et donc, encore une fois, ça n'est pas de la naïveté, c'est réconcilier performance et sens et être juste conscient de la vraie demande qui est là. Le quatrième point, c'est le sujet du partage de la valeur. Philippe, vous en avez un peu parlé. Ce sujet quand même assez préoccupant, on peut le mettre sous le tapis et on le fait très régulièrement, de la montée des inégalités et de l'inacceptation des zones de concentration de richesse. Alors, il y en a plusieurs, des zones de concentration de richesse, mais le secteur de la finance est quand même un sujet qui est particulièrement dans le radar. Et c'est vrai qu'une entreprise, en fait, c'est pas juste la propriété de ses actionnaires. C'est pas ça qui peut rendre pérenne le projet d'entreprise. Une entreprise, et le rapport Sénart-Nota pour ça a été extrêmement clair, c'est le succès d'une entreprise, c'est l'ensemble de ses parties prenantes. Et donc dans ces parties prenantes, il y a ses actionnaires, il y a ses dirigeants, il y a aussi ses salariés, et puis il y a les autres parties prenantes qui peuvent être les pouvoirs publics qui mettent en place les infrastructures, les territoires en particulier, et puis les clients et les fournisseurs sans lesquels en fait l'entreprise n'existerait pas parce qu'une entreprise ne se pense que dans sa chaîne de valeur. Et donc c'est vrai que quand on investit, pour nous on a le devoir de se poser la question de l'équilibre dans la répartition de la valeur. Je ne dis pas l'équité parce que c'est très subjectif et j'ai pas la prétention de pouvoir dire ce qui est équitable ou pas équitable, mais il faut une discussion pour se dire ok, comment elle est répartie aujourd'hui cette valeur et est-ce que c'est pérenne et est-ce que c'est soutenable? Comment on fait de la croissance soutenable? Il faut que tout le monde y trouve son compte, parce que sinon, ceux qui n'y trouvent pas leur compte vont se retourner contre l'entreprise. Et c'est un risque dont il faut être conscient, qui est un risque politique et général, mais qui est aussi un risque au niveau microéconomique dans chaque entreprise. On a un parti pris, je vois qu'il y a François Rugnon qui est là aussi, c'est l'actionnariat salarié. On a mis en place l'actionnariat salarié dans absolument toutes les entreprises dans lesquelles on a investi, et de façon très significative, parce qu'on pense que c'est pas la même chose quand un salarié devient actionnaire et regarde l'entreprise en se disant « Ah oui, en fait, c'est quoi déjà le résultat opérationnel courant et moi je peux y contribuer? Ah oui, c'est vrai, quand je fais ça, j'y contribue. Ah ok. » Ça change complètement le regard sur l'entreprise versus attendre sa feuille de salaire à la fin du mois. Et donc, il y a des sujets comme ça, les mécanismes d'intéressement des dirigeants, les mécanismes d'intéressement et de participation aux bénéfices, qui sont beaucoup mis en avant, notamment par la loi Pacte, auxquels il faut penser pour avoir cette répartition de la valeur. Et puis, et ça on l'a vu quand on a levé des fonds, chez Généo, on a 140 family office
qui ont investi chez nous. C'est ça, et l'essentiel des fonds qu'on gère vient de family office qui partagent notre conviction sur le long terme et sur le fait qu'on peut réconcilier performance et sens quand on investit via ce type de structure. Eh bien, les family office ont tous une branche investissement très performante et une branche philanthropie. Pourquoi ? Parce qu'il y a la question aussi de la redistribution de la valeur. On ne peut pas renoncer à créer de la valeur. Moi, je ne crois pas du tout aux théoriciens de la décroissance. Je pense qu'en réalité, pour créer des emplois, il faut développer des entreprises, ça crée de la valeur, et le sujet, c'est plus celle de la répartition de la valeur. Une fois qu'elle est créée, on ne va pas s'empêcher d'en créer, juste il faut penser la redistribution une fois qu'elle est créée. Et c'est vrai que les sujets de philanthropie sont particulièrement booming en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se désintéresser du territoire dans lequel on vit. Je suis administratrice de BioMérieux. Alain Mérieux, il a compris ça depuis le début. Il a énormément investi dans les territoires dans lesquels il a des usines en France, mais aussi ailleurs en Europe et dans le monde. Et donc ce sujet en fait de l'impact, il est vraiment au cœur de nos réflexions. Et ce sujet du partage de la valeur, eh bien nous on l'a pensé comme ça, en se disant on veut être performant, parce qu'il n'y a pas d'entreprise pérenne sans entreprise performante. On créera de la valeur qu'on rendra en particulier à ceux qui ont investi chez nous, mais on va redistribuer une partie de la valeur et on donne un tiers de notre carré d'intérêt à un fonds de dotation destiné à abonder les actions qui créent de l'emploi dans les territoires défavorisés ou qui réinsèrent des publics difficiles dans l'emploi. Je vous donne juste un exemple vraiment parlant de cette conviction-là, de comment on réconcilie performance et sens aussi dans la philanthropie. J'ai découvert il y a peu une initiative qui s'appelle les écoles de production. Je ne sais pas si vous connaissez. Les écoles de production, ce sont une association qui est à Lyon et qui, dans un territoire donné, se dit tiens, il manque des soudeurs, il manque des chaudronniers, il manque des menuisiers. Mais c'est un sujet, moi, quand j'étais dans l'administration, qui tournait, et on n'arrivait pas à trouver de réponse à ça. Ça s'appelle les métiers en tension. Et en fait, on a un gros problème de chômage structurel en France parce qu'on n'a pas de réponse à ces besoins de métiers en tension. Et ça freine la croissance des entreprises et ça fait en sorte que nos jeunes soient au chômage. Donc ces écoles-là, en fait, sont des écoles qui, dans un territoire, se disent ici, c'est les soudeurs. On va en fait créer une école autour de la soudure, et donc c'est des CAP reconnus par l'État. Ils prennent des jeunes décrochés scolaires à 15 ans, et en 3 ans, ils les forment à un CAP. Et bien, résultat des courses, à la sortie de l'école, les jeunes ont en moyenne 4 à 5 propositions d'emploi, parce qu'il y a une demande des entreprises qui est phénoménale. Et donc, on peut trouver, par des mécanismes de partage de la valeur intelligents, des solutions qui sont bonnes pour tout le monde. Voilà. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que voilà, on a ce sujet. Alors c'est peut-être parce que je suis entrepreneur, on me trouve souvent très, très optimiste, très, très positive, et puis c'est bien de rêver, mais en réalité c'est très lucide ce que je viens de vous dire. C'est pas du tout naïf, c'est mûrement réfléchi. C'est vraiment une question de se dire comment on apprécie la performance. Moi, je l'apprécie à long terme, mais avec des résultats financiers, avec des résultats extra-financiers. Peut-être mon côté flamand, j'aime bien regarder les choses ex post une fois qu'on regarde les résultats. J'aime pas trop la communication. On voit beaucoup de ce qu'on appelle du greenwashing, impact washing, etc. Moi, je communique sur les chiffres une fois qu'ils sont là. Et je peux vous dire que ces 4 idées qui ont l'air très naïves, eh bien, si on les met tous en œuvre, on peut vraiment changer les choses. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis j'espère qu'on en fera ensemble. Je remercie infiniment Fanny pour ce speech qui est rafraîchissant. Et j'ai retenu tous ces mots moi qui me sont chers, parce que effectivement, le mot de sens est important et je crois qu'on ne fait rien sans le sens en fait. En réalité, l'argent, le pouvoir, tout ça est une conséquence de quelque chose et il y a toujours un rêve de départ. Et donc ça c'est important. Et aujourd'hui, je vois mes enfants, moi je suis rentré dans la vie active comme ça, voilà, j'ai suivi un chemin parce qu'il fallait un, c'était tout, je n'étais pas particulièrement brillant.
Et quand je les vois aujourd'hui d'un pied sur l'autre pour essayer de trouver ce qui fait sens, c'est véritablement pour moi quelque chose qui est dramatique. Et donc recoller tous ces axiomes, le sens, l'entreprise, le partage, etc., c'est pas juste une théorie comme ça ingénue, mais c'est quelque chose qui peut être un pilier, qui est, comme d'habitude, un pilier de nos sociétés, en fait. Ça l'a été, et ça le redeviendra, et c'est super important. En tout cas, moi, je suis ravi de cette intervention, parce qu'on voit des financiers tous les jours. Et il y a un truc qui m'a toujours rendu un peu sceptique, c'est quand l'avocat que je suis, on me dit on va sortir à 3 ans, 4 ans, 5 ans, et from scratch, on sait quand on sort. On ne sait jamais quand on sort, on ne sait pas ce qui va se passer dans 3 ans, 2 ans, 4 ans. Et j'ai en histoire plein de dossiers dans lesquels ça ne s'est jamais passé comme prévu, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc on écrit des trucs qui ne marchent pas toujours, mais parfois avec une vision court-termiste qui est aujourd'hui contredite par les évolutions de nos sociétés. Voilà. Donc moi je suis fasciné par ça et par cette réconciliation en tout cas, parce que effectivement c'est important et c'est pas juste de la naïveté. Voilà. Donc maintenant je voudrais vous passer le micro pour vous posiez toutes les questions que vous voulez. Et puis voilà, donc que quelqu'un se lance pour poser des questions à Fanny. Voilà. Bruno, je sais que tu aimes bien ces thèmes-là aussi et que tu as une conférence il n'y a pas très longtemps pour rallier la philanthropie et l'entreprise. Merci pour ces deux questions. La première, elle est claire et elle n'est pas simple. On a des écarts de compétitivité structurelle, notamment avec l'Allemagne du fait de la fiscalité, qui ne sont pas aussi simples que ça à interpréter parce que la fiscalité finance aussi un certain nombre de choses qui soutiennent l'entreprise, notamment la qualité des infrastructures, etc. Mais il est certain que la fiscalité n'est pas toujours la plus intelligente. Je me souviens en fait que le fameux sujet sur les taxes sur les impôts de production, en fait c'était très compliqué déjà quand j'étais en cabinet ministériel. J'avais voulu effectivement les supprimer en expliquant qu'autant taxer la rentabilité une fois qu'elle était créée, bon après on a ces convictions politiques, on veut le faire plus ou moins, etc. Mais au moins la rentabilité est là, alors que taxer le chiffre d'affaires, en fait, ça vient avant les investissements, et donc c'est quand même un peu compliqué, et ça risque effectivement de pénaliser la production française qui était en même temps souhaitée, quoi. Donc c'est des notions de formation économique de nos dirigeants qui ne sont pas toujours, très, très simples, et la seule façon pour moi de résoudre le sujet, il y en a deux. Il y en a un, et on en parlait avec certains d'entre vous juste avant, c'est les parcours publics-privés. En France, voilà, moi je suis une avocate fervente en fait des allers-retours entre la sphère publique et la sphère privée, mais vous avez un truc qui s'appelle la commission de déontologie qui est présidée par le Conseil d'État et qui considère que c'est très mal en fait. C'est très très mal. Il faut choisir son camp. Soit on est fonctionnaire, soit on est dans le privé, mais il faut choisir son camp. Alors, au départ, il y a quand même des sujets. C'est vrai qu'il faut faire très attention à la déontologie. Mais moi, j'ai été à Bruxelles, j'ai vu ça fonctionner à la Commission européenne.
ça se gère par la transparence, par les contrôles, etc. On peut faire des contrôles a priori, des contrôles a posteriori, on peut faire des déclarations de transparence, on peut interdire de contracter avec les gens avec qui on a travaillé avant. Il y a plein de manières d'encadrer, effectivement, et d'éviter les dérives. Mais poser a priori le fait que c'est mal les allers-retours publics-privés, c'est quelque chose de culturel en France qui a un vrai gros problème. Et qui a un vrai gros problème dans les deux sens, je me permets, parce que du coup, en fait, les entrepreneurs en fait, ont aussi une vision de la sphère publique qui n'est pas exactement celle-là, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la sphère publique, parce que d'abord, c'est souvent des gens plutôt jeunes, et qui arrivent à la sortie de l'école avec les meilleures intentions du monde. S'ils ont fait ça, c'est pas pour être payés, donc c'est parce qu'ils ont des convictions et qu'ils ont envie d'être utiles. Donc à la base, il y a beaucoup de bonne volonté dans l'administration, et c'est dans le temps en fait que les fonctionnaires vont s'épuiser, parce qu'en fait il n'y a rien qui se passe. Bon. Donc c'est ça le sujet, mais c'est vrai que ces allers-retours public-privé, il faut absolument à un moment donné qu'on mette le sujet sur la table au Parlement, je pense, pour voir comment on peut favoriser, ne serait-ce que des détachements de 3 ans, une fois dans une carrière, dans un sens ou dans l'autre en fait. Donc ça me paraît fondamental. Le deuxième, c'est aussi en fait la façon dont on consulte les entreprises sur les décisions qui sont prises, les entreprises et les autres parties prenantes d'ailleurs. Il faut avoir en tête que moi, quand j'étais à Bercy, je ne pouvais voir que les gens qui venaient me voir. Vous êtes tellement assommés de travail, assommés justement par les demandes toujours urgentes des cabinets ministériels, etc. Vous bossez de 8h à minuit tous les jours, y compris le week-end. Genre, vous n'avez pas le temps d'aller faire un tour en région et de visiter une entreprise. Vous aimeriez bien, mais vous ne pouvez pas. Donc vous venez voir ceux qui viennent vous voir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les lobbies entrants, donc plutôt en fait de gens qui ont les moyens. Et par exemple, l'industrie du tabac est très très présente à Bercy parce qu'elle a du temps et des moyens. Voilà. Donc en réalité, les PME, les entrepreneurs, en fait, n'ont pas du tout ce temps-là, et puis ils n'ont pas les réseaux, et puis ils n'ont pas la culture, et donc on ne les voit pas. Et donc il faut installer pour moi, et il y a plusieurs pays où le Canada, c'est génial pour ça, ils ont des instances au Parlement, en fait, qui sont des instances à la fois de consultation avant l'écriture de la loi et d'évaluation après le passage de la loi, pour se dire en fait est-ce qu'il y a un impact sur les entreprises, oui ou non, et comment on l'évalue, etc. Après on prend la décision qu'on doit prendre, mais au moins c'est comme la gouvernance d'entreprise, au moins on a les données entrantes qui permettent de prendre a priori des décisions plus intelligentes. Voilà. Ça c'est à mon avis les deux sujets sur lesquels il faut travailler. Et sur votre deuxième question, c'est pas évident parce que chaque entreprise est différente, mais si je devais trouver un sujet transverse à toute entreprise qui se crée ou toute entreprise qui d'un coup se donne une ambition d'accélération forte, je reviendrai sur mon premier point, c'est savoir s'entourer. Parce que pour moi, ce qu'il faut éviter, c'est la solitude du dirigeant. Je veux dire, les burn-out d'entrepreneurs, c'est pas un mythe, j'en ai vraiment vu beaucoup. Et puis ce qui compte, parce qu'on le disait, entreprendre c'est prendre des risques, donc prendre des risques c'est parfois se tromper, c'est la lucidité. La lucidité de où est-ce qu'on en est par rapport au plan qu'on avait mis en place, la lucidité de fixer l'ambition au bon niveau par rapport aux ressources d'entreprise. Pour moi, en fait, la croissance, pour être soutenable, elle doit être mise à un niveau qui est le bon par rapport à l'envie du dirigeant, à ce qu'il a décidé d'accorder à sa vie professionnelle versus sa vie personnelle, aux ressources qu'il a en interne pour réussir, à son contexte concurrentiel. Et donc il y a tellement de choses à évaluer pour poser la bonne trajectoire de croissance que ce qui compte, c'est vraiment la lucidité. Et donc c'est savoir s'entourer. Et donc la gouvernance d'entreprise, souvent les gens y réfléchissent quand ils se disent tiens là j'arrive à ETI, il faut peut-être que j'ai un board. Non mais avant ça peut s'appeler autrement. Ça peut être du mentorat, ça peut être juste de se mettre un petit panel. Voilà, à l'APM il y a des choses très bien qui se font, 3-4 entrepreneurs qui se mettent régulièrement ensemble pour parler de leurs entreprises, etc. C'est pas forcément besoin d'être un truc très lourd, très bureaucratique, etc. Nous, quand on investit, souvent on commence par ce qu'on appelle des comités stratégiques. C'est pas dans les statuts, c'est un truc à côté. Mais s'habituer à prendre du recul, à prendre des moments où on se pose et on se dit bon ok. Alors par rapport à ce qu'on avait dit, on en est où? Est-ce qu'on
doit changer des choses, etc. Voilà, peut-être mon principal conseil, transverse en tout cas. Merci Bruno. Une autre question? Merci Fanny pour cette intervention. Moi j'ai juste deux points. J'aimerais bien avoir votre avis sur. Le premier sujet, c'est les nouvelles générations dans les entreprises. Je crois qu'il y a un défi pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est de garder une nouvelle génération pour d'autres attentes en fait. Et c'est pas simple de fidéliser dans les entreprises quand on est une entreprise des jeunes qui arrivent. Il n'y a pas que le salaire, il n'y a plus que la motivation, c'est plus le management, on attend du coaching et puis du management. Et je crois que ça va être un défi dont on ne parle pas assez, je trouve. Et le Covid a accéléré encore d'autres attentes des jeunes générations qui ne sont plus exactement dans le monde et beaucoup d'entrepreneurs sont perdus finalement dans les nouvelles règles. Et je le vis moi-même en tant qu'entrepreneur, donc voilà, ça c'était le premier point. Et le deuxième, moi je suis frappé par effectivement des professions qui n'arrivent pas à recruter. Et en fait, elles n'arrivent pas à recruter parce que c'est des modèles d'entrepreneurs et ce n'est pas des modèles de salariés. Je vais vous donner quelques exemples, les ambulanciers, les syndics de copropriété. Il y a des tas de professions qui n'arrivent pas à recruter et on ne met pas assez en avant le modèle d'entrepreneur. Et en fait, c'est des métiers qui valorisent, on peut gagner sa vie, mais sur du long terme, et on a du mal à attirer. J'aimerais bien avoir votre avis aussi sur ce point. Donc, alors, je vais répondre à ces deux questions, mais en fait, il me semble qu'il y a un chapeau commun qui est aussi en fait le rapport des jeunes générations à l'entreprise en général, et qui pour moi est un sujet d'éducation. Je suis frappée parce que là, j'ai repris la présidence il y a très peu de temps avec David Vaillant de BNP, du groupe Sciences Po Finance. Donc c'est un groupe d'anciens élèves de Sciences Po, etc. Et on s'est dit, non, il y a que des anciens et il n'y a pas les étudiants. Donc on est allé chercher les étudiants. En fait, les étudiants, ils ont une vision de la finance et de l'entreprise qui est complètement horrible, en fait. Mais il faut voir aussi, c'est-à-dire ce qu'on enseigne aux jeunes sur l'entreprise, il n'y a à peu près rien. Il y a d'ailleurs une initiative très très chouette qui avait été prise par Marianne Barbalayani quand elle était à la Fédération bancaire française, qui était la banque à l'école. Parce qu'en fait, l'argent, on n'en parle pas. Comment ça marche, on n'en parle pas. Et c'est vrai que dans notre système éducatif, c'est des sujets qui sont complètement oubliés en réalité. On commence à parler d'économie après le bac, en gros. Sauf si on a choisi ça au lycée un peu, mais avec plus des notions de gestion. Bon, donc pour moi, c'est un vrai sujet et je suis assez frappée de voir que les quelques initiatives qui existent sont des initiatives de professionnels, d'entrepreneurs ou de gens de la finance qui vont dans les écoles pour parler de leur métier, mais qu'en fait, intuitivement et naturellement dans les programmes, c'est quand même très très pauvre. Et du coup, je pense qu'il y a des préjugés. Il y a beaucoup de préjugés à casser en fait. Mais pour ça, il faut qu'il... Voilà, alors il y a cette initiative sur le stage en troisième. Mais je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour prendre des jeunes assez tôt dans les entreprises pour leur faire comprendre qu'en fait, c'est quand même un cadre aussi, qui est un cadre intéressant, d'épanouissement intellectuel, d'épanouissement personnel, puis que de toute façon, c'est ça qui fait tourner l'économie et c'est ça qui paye tout le reste. Donc c'est compliqué, il y a un sujet de culture quand même à travailler. Après, une fois qu'ils arrivent dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas une seule raison, mais je pense que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les millennials, c'est quand même des gens qui ils ont deux réflexions en fait. Ils ont d'abord l'envie d'être utile, donc de savoir pourquoi ils se lèvent le matin, et donc c'est toute la réflexion sur l'impact. Et parfois, en fait, je pense que beaucoup d'entreprises ont une raison d'être sans que ça s'appelle comme ça. On n'a pas forcément besoin d'appeler ça raison d'être, mission, engagement, etc. Enfin, si l'entreprise existe, c'est parce qu'elle répond à un besoin, et donc il faut l'expliquer et voir si en fait on arrive à poser des mots sur cette utilité sociétale. Et donc c'est peut-être une question aussi de savoir leur dire, savoir le transmettre en fait ça. Mais c'est sûr que voilà, pour moi, quand je disais l'impact et la nouvelle disruption, je pense quand même que si on veut attirer les jeunes talents, il faut réfléchir à ces sujets-là. Le deuxième, en fait, c'est que les jeunes, pour moi, ils se disent attends, on est les sacrifiés là, donc c'est bon, ils se sont gavés, etc. Ils nous livrent leurs dettes, leurs trucs, leurs machins. Donc en fait, on va penser à nous.
Et donc, l'entreprise doit être un lieu de développement personnel. Et alors, parfois, c'est difficile pour l'entrepreneur de dire « Attends, non, mais il vient faire son shopping, là, il me demande des formations, il me demande du sport, il me demande du truc, etc. » Ouais. Mais en même temps, tant qu'il reste là, et si du coup ça lui fait du bien, et si du coup il est motivé, il est engagé, il est plus contributif aussi à la création de valeur. Donc c'est des sujets difficiles, hein, il ne suffit pas de mettre un baby-foot, voilà. Mais cette réflexion sur la qualité de vie au travail, nous il se trouve qu'on y travaille beaucoup parce que dans une des entreprises dans lesquelles on a investi, qui s'appelle Cardam, spécialisée dans la transformation de l'immobilier de bureau. Et on voit à travers ça tous ces sujets-là de rapport au travail, où mettre le juste curseur entre télétravail et présentiel. C'est aussi une occasion de repenser au mode de management et est-ce que je suis tout le temps dans le contrôle ou est-ce que je permets l'initiative, est-ce que je fais confiance ou est-ce que je veux fliquer. Ces questions-là, en fait, c'est pas juste des questions d'équipement informatique. Et donc, je pense que voilà, c'est pareil, c'est des sujets à bien réfléchir. Mais c'est la clé. Et après, sur l'entrepreneuriat, moi je ne suis pas aussi pessimiste que vous, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas de problème à être auto-entrepreneurs. Voilà, pour moi, ça, c'est pas le sujet. Moi, je suis bluffée par leur capacité à entreprendre. De toute façon, ils disent on n'a rien à perdre. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Bien, autant essayer l'entrepreneuriat. Non, moi, je trouve que leur rapport au risque, il est plutôt chouette. Et au contraire, je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est de dire est-ce que nous, on est capable de remettre en cause nos systèmes classiques. Je veux dire, moi, j'ai été biberonnée à tu seras fonctionnaire, ma fille, la sécurité de l'emploi, etc., quoi. Et donc après, juste derrière, tu avais un bon CDI dans une bonne grosse organisation. C'était vachement bien. Moi, je suis bluffée de voir que les jeunes aujourd'hui disent non, moi, tout ça, c'est trop lourd, ça m'empêche, ça m'étouffe, je n'ai pas la possibilité d'exprimer ce que je suis, je crée ma boîte. Je suis plutôt assez fière d'eux, en fait. Angela. Bonjour. J'ai une question purement financière. À l'aube d'une grosse crise financière qui s'annonce, qui est l'affaire Evergrande en Chine, 300 milliards de pertes aujourd'hui, ce matin, tous les marchés s'affolent, même si la bourse est au plus haut niveau, mais on sent qu'il y a un Lehman Brothers qui arrive, et on ne peut pas le nier aujourd'hui, même si on essaye l'État chinois essaie de calmer un peu les choses sur les marchés financiers. Ma question c'est quel serait l'impact sur Généo, directement ou pas, vu que vous avez 140 familles d'office qui sont eux-mêmes peut-être liés dans des actions un peu à l'international. Donc quelle est la sécurité aujourd'hui du fonds? Ma deuxième question c'est comment Généo se positionne sur les entreprises qu'elle doit aider à l'international. Mon observation aujourd'hui, qui sans prétention aucune, je suis au Moyen-Orient depuis 18 ans, donc j'ai beaucoup d'entreprises à aller au Moyen-Orient pour être le porte-étendard du savoir-faire français, en l'occurrence, parce que mon pays est très important, du coup ça fait 18 ans que j'essaie de porter ce message en disant il faut aller vers des marchés internationaux, et peut-être revenir en France, et c'est ce qui arrive souvent, c'est quand on réussit de l'autre côté, c'est à ce moment-là qu'on est respecté en France. C'est complètement terrible à dire, malheureusement. Vous avez réussi à Dubaï, donc vous êtes crédible à Paris, c'est complètement dingue. Donc ma question c'est comment le fonds se positionne à ce niveau-là. Et ma dernière question, parce que 3 ça finit par m'enlever, c'est l'écologie, quel est le positionnement, le niveau d'investissement dans les sociétés qui sont aujourd'hui à fond dans l'écologie, dans le sustainable, parce que c'est la même. D'accord. Alors, sur les 3 questions. Généo et sa solidité financière, on a la chance d'avoir un modèle absolument robuste, puisque la façon dont ça fonctionne, en fait, on est une société d'investissement et ceux qui investissent chez nous, en fait, sont actionnaires. Donc aujourd'hui, quand on dit on a levé 300 millions d'euros, on a appelé 45% qui ont été mis en cash, qu'on a investi quasiment en totalité dans 12 sociétés, et puis après on fait des appels de fonds au fur et à mesure de nos besoins. Mais il y a
absolument pas la possibilité de rappeler l'argent une fois qu'il a été mis. Donc voilà, on a encore pas mal de ressources à investir et en fait au contraire on cale en fait nos augmentations de capital et nos levées de fonds en fonction du rythme de déploiement des entreprises. Donc c'est quelque chose voilà, de plutôt robuste et donc on n'est pas inquiet là-dessus. Sur l'international, en fait moi je pense un peu l'inverse, c'est-à-dire que en gros il n'y a pas assez d'entreprises exportatrices en France. À nouveau, les ETI, donc je disais, c'est 5000 entreprises, c'est 2% des entreprises françaises et c'est un tiers de l'export. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot sur le reste quand même, et en particulier sur les PME. Et moi, ce que je leur dis, c'est vous savez, quand vous avez réussi en France, vous pouvez réussir partout dans le monde. Parce qu'en fait, si vous avez réussi en France, vous êtes black belt. Parce que vu les contraintes réglementaires, fiscales, etc., en fait, vous êtes hyper compétitif. Vous pouvez réussir n'importe où. Voilà, il y a l'Inde quand même qui est un peu dur. Le Brésil, c'est un peu dur. Il y a des pays quand même un peu difficiles, j'exagère. Mais nous, on se concentre sur une dizaine de pays. Déjà, on essaye de faire des champions européens. Donc, sur les 12 sociétés dans lesquelles on a investi, on a déjà fait 15 acquisitions en Europe. Voilà, Scandinavie, Allemagne, Italie, Espagne, voilà. Parce que l'Europe, aujourd'hui, c'est l'échelle de raisonnement et les normes sont européennes. Donc en réalité, il faut d'abord faire l'Europe. Quand on est PME, ETI, c'est d'abord la base. Et puis après, les grands marchés, évidemment, les US, la Chine. Après, ça dépend aussi des business. L'Afrique du Nord, il y a énormément d'opportunités. Voilà. Donc on est équipé là-dessus. On fait des revues de portefeuille régulières sur l'international avec des partenaires experts agréés pour pousser des idées. Et puis, pour le coup, on essaye de faire du public-privé. Donc, on travaille justement avec les postes d'expansion économique à l'étranger qui font de la veille. Donc, on abonne nos sociétés à la veille marché qui est fait par les postes dans les ambassades. C'est gratuit, donc n'importe qui peut demander, on peut recevoir ça. Et puis, on travaille avec Business France et avec aussi les organismes privés qui se sont développés pour faire ça. Moi, je reste persuadée que la meilleure manière d'aller à l'international, c'est l'implantation. Je trouve que c'est créer une filiale à partir de rien, c'est comme recréer une entreprise, et donc c'est long. Donc c'est en moyenne 7 à 10 ans. Il faut savoir, quand on fait de l'international, c'est des moyens importants, et c'est de la patience et du temps. On ne réussit pas comme ça. Les acquisitions, c'est intéressant parce qu'on récupère en fait en général des marques, des fournisseurs, des clients, des équipes, et donc ça permet d'aller plus vite. Après, il faut que ça existe. Parce que réussir en Allemagne, il faut être allemand, réussir aux US, il faut être américain, donc les acquisitions sont pertinentes. Après, par exemple, en Afrique du Nord, il n'y a pas toujours la cible. Donc là, on crée une filiale et puis on est patient. Voilà. Donc c'est un peu ça notre vision de l'international, mais c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, effectivement, le potentiel de croissance à l'international est un filtre très très important au comité d'investissement. Si on pense qu'il n'y a pas que ça va être compliqué, voilà. On va être plus mitigé sur le dossier. Votre troisième question, c'est l'écologie. Alors, c'est l'occasion de venir sur un point, en fait. Ce sujet de la finance durable, en fait, faut voir qu'il arrive massivement dans la réglementation. Je suis au bord de France Invest, qui est l'association en fait, des fonds d'investissement. Il y a eu 25 textes d'adopter, là, et qu'on doit appliquer sur les 6 derniers mois. Alors ça s'appelle taxonomie, disclosure, etc. Donc c'est massif. On nous demande de regarder, par exemple en comité d'investissement, comment ces sujets-là vont impacter les valos à la hausse ou à la baisse. Donc ça veut dire que bientôt, quand on va faire nos valorisations, on va essayer de chiffrer en fait les effets environnementaux et la façon dont le marché va prendre en compte ces effets environnementaux, mais ça arrive. Et puis il y a un sujet qui est, on nous demande de dire maintenant si vous êtes fonds, alors vous allez entendre article 6, article 8 ou article 9. Article 6, c'est comme avant. Article 8, c'est les très bons en matière de RSE. Et article 9, c'est impact. Alors moi, au départ, je me suis dit, nous, on est impact, donc on y va. Puis j'ai regardé, puis j'ai dit, non, on ne va pas être impact, en fait. Parce que impact, en fait, ça revient à des exclusions sectorielles. Donc si vous investissez dans les ENR, si vous investissez dans les choses qui contribuent par nature, en fait, à améliorer la société, vous êtes article 9. Mais si vous êtes dans l'industrie, en fait, vous êtes exclu. Donc si tous les fonds sont article 9, demain il n'y a plus d'industrie en France. Donc
Alors moi j'adore l'industrie, je considère qu'il n'y a pas de nation forte sans industrie forte et que l'industrie tire les services et que l'inverse n'est pas vrai. Et que la désindustrialisation est un problème pour notre pays. Donc si vous voulez, il faut faire super gaffe à ces effets de bord des réglementations qui sont... Voilà. Donc nous en fait on n'est pas spécialisé dans l'écologie ou dans le... on va investir dans toutes les sociétés sans jugement. Juste on va regarder comment elles sont capables de prendre en compte ces challenges et se transformer pour devenir des sociétés qui ont un impact plus positif sur le monde. Voilà. Donc l'écologie, en fait, c'est un axe. On a une business partner, donc une jeune femme qui vient du conseil en RSE, qui était dans un grand cabinet qui faisait de l'audit de fonds et de l'audit de société sur les sujets RSE, qui est notre business partner impact positif. Et chaque fois qu'on regarde un dossier, on fait un SWOT sur ces sujets de RSE et de dire ok, est-ce qu'on a vu les risques, est-ce qu'on a vu les forces et faiblesses, est-ce qu'on a vu les risques et les opportunités sur l'ensemble de ces sujets RSE dont les enjeux environnementaux font évidemment partie. Voilà. Mais ça c'est important parce qu'on parle beaucoup d'impact investing, mais si l'impact investing c'est investir que dans les sociétés qui sont par nature à impact, on va laisser de côté tout ce qu'on appelle la vieille économie, mais enfin que moi j'adore et qui emploie les gens. Donc en fait, le vrai job, en fait, c'est la transformation de cette économie vers une économie plus responsable. Encore une question? Oh là, il y a plein de mains qui se lèvent. Bonjour. Benjamin Cohen, Stanis. Une question comme spécialisée dans ETI et PME familiales. Je voulais savoir si la tendance de fond est celle sur les années à venir, sur une crise liée à l'inflation Covid. Est-ce qu'on est plus sur une prise de risque de la part des familles européennes, c'est-à-dire de l'investissement, de l'investissement, etc. Ou est-ce qu'on est plus à réduire le risque en ouvrant le capital à des familles d'office? Alors moi je travaille sur les entreprises familiales et patrimoniales et c'est pas exactement la même chose. Je travaille sur les deux. Donc patrimonial, c'est détenu par des personnes physiques, mais qui ne vont pas forcément se placer dans une logique de transmission familiale. En tout cas, c'est pas écrit. Ça peut le devenir, mais c'est pas écrit. Voilà. Je considère qu'en fait, ce sont les entreprises qui sortent gagnants de cette crise, les deux, en fait. Les entreprises familiales et patrimoniales, parce qu'elles ont une force, en fait, c'est qu'elles s'arrêtent jamais d'investir et d'innover, parce qu'elles sont dans une logique de long terme, parce qu'elles ont cette logique patrimoniale, en fait, qui est la leur, et donc elles continuent en permanence d'investir dans la compétitivité, dans l'innovation, dans les gens, parce qu'elles savent que si elles ne le font pas, en fait, à un moment donné, il va y avoir un sujet, et leur sujet, c'est pas de faire une belle opération dans 2-3 ans, c'est vraiment d'avoir cette compétitivité de long terme, en fait. Et je considère qu'elles sont gagnantes aussi parce qu'elles ont fait preuve de beaucoup de résilience pendant cette crise. Elles ont probablement plus que les grands groupes et les startups gardé leur personnel embarqué. Elles ont eu un recours au télétravail peut-être plus équilibré en fait. Elles n'ont pas mis 100% des gens au télétravail du jour au lendemain. Il y a des groupes dans lesquels on est toujours parvenu. C'est sûr que le lien, c'est plus le même. Donc il y a eu probablement... voilà, parfois les gens disent c'est du paternalisme, etc. Mais enfin, je pense que quand même, dans ces entreprises-là, on prend soin des gens. On prend soin des gens et donc du coup, on passe les crises plus facilement. On a des réseaux aussi, familiaux, territoriaux, entre entrepreneurs, des réseaux de soutien qui font qu'en fait, on passe les crises plus facilement. Il y a une étude qu'on avait faite chez BPI France qui montrait en fait cette surperformance des ETI familiales et patrimoniales en période de crise par rapport aux autres entreprises. Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, en fait, il faut vraiment distinguer les deux. Notre premier fonds, en fait, c'est cette société d'investissement. Elle fait de l'equity minoritaire. Et il y a alors les entreprises familiales, patrimoniales, ils vont quand elles ont des projets, j'allais dire, de changement d'échelle, et où il faut effectivement équilibrer
le bilan pour permettre d'avoir un effet d'entraînement sur les banques, et donc on va doubler de taille, on va doubler de taille. Et c'est vrai que le sujet, c'est que plus une entreprise est grosse, donc elle a réussi toute seule sans fonds, et plus elle est familiale, on va dire, depuis 1, 2, 3 générations, et plus en fait elle va être hésitante à ouvrir son capital. Alors Généo, on est pas mal placé là-dessus, parce que l'approche en fait qu'on apporte, de dire on va, bien sûr c'est de l'argent, mais c'est aussi beaucoup d'accompagnement, et après le bouche à oreille favorable que l'on a aussi, parce qu'on a 140 familles et entrepreneurs à notre capital, nous permet d'être effectivement mieux positionnés sur ce qu'on appelle les opérations primaires, c'est-à-dire les premières ouvertures de capital. Néanmoins, ça reste quand même un sujet, et je comprends que quand on a fait une aventure qui fait que la boîte elle fait aujourd'hui 500 millions de chiffre d'affaires tout seul, on n'a pas envie d'ouvrir son capital, et ça c'est un sujet qui est très important en ce moment. Je trouve la question est bonne, parce que dans le même temps, il y a énormément d'opportunités d'acquisition pour ces entreprises-là. Parce qu'une crise, c'est une transformation. Il y a beaucoup de dirigeants de PME qui sont plutôt au moment où ils commençaient à réfléchir leur transmission. Donc une crise, c'est accélérateur de transmission. Et ils ont plutôt envie de transmettre à des ETI, parce qu'ils savent que leurs équipes seront en bonne main. Et donc il y a beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, le marché M&A est très très actif là en ce moment, et il n'a jamais été aussi actif, parce que les ETI sont à l'achat. Et donc en fait, ce sur quoi on travaille nous aujourd'hui, en fait, c'est à remettre à l'ordre du jour un outil qui a été oublié, qui s'appelle la mezzanine de capital développement. Parce que, en fait, ça existait. C'est les deux jambes du capital développement. Il y a l'equity minoritaire et il y a la mezzanine de capital développement, donc les obligations convertibles ou les obligations assorties à des BSA, mais qui permettent en fait au fond de prendre la création de valeur pour sa quote-part, et à l'entreprise de racheter l'option de conversion ou les bons pour rester en pleine maîtrise de son capital à l'issue de l'opération si elle en a envie. Et ça, en fait, ça a un peu disparu sur le marché, parce que les fonds de mezzanine, progressivement, se sont tournés vers la mezzanine de LBO, donc l'unitranche, parce que effectivement, c'est très rémunérateur. Ça a été aussi très demandé par les fonds. Il y a une vraie demande là-dessus. C'est des montants plus importants, on déploie plus vite, etc. Et la mezzanine de capital développement, finalement, c'est le même boulot d'accompagnement qu'un fonds d'equity minoritaire. C'est pas fondamentalement, c'est la même chose. On est dans la gouvernance, on apporte du soutien. Bon. Donc ça a un peu disparu. Il y a quelques acteurs qui en font, mais plutôt des régionaux et sur des petits tickets. Et donc ce qu'on pense, c'est développer ça pour les ETI, en fait, c'est-à-dire avoir des gros tickets de mezzanine de capital développement. Merci. J'ai vu plusieurs mains se lever tout à l'heure. Pardon. Le micro. Bonjour, Ronan Yacran, de l'immobilier Habitat Social. Tout d'abord, c'est la première fois que je peux remercier notre Angélique, maître Lioret, pour votre invitation. Nous sommes une TPE, en fait, de l'habitat social, de l'immobilier. J'ai démarré en 2017, après un parcours dans l'habitat social, donc je comprends exactement ce que vous dites. Et je vous remercie, madame, pour votre intervention qui est extrêmement brillante, qui colle à la réalité d'un entrepreneur, avec un objectif, en fait, c'était d'accélérer, de réformer la production de logements en France. En l'espace de 3 ans, je ne compte pas le Covid, on a fait encore un petit, nous avons développé 4000 logements en Île-de-France, PACA, etc., sur les zones tendues. Là où les grands acteurs nous disent tous, on n'y arrive pas. Je suis allé sur LinkedIn, FPI, etc., ESH, avec le congrès de l'USH la semaine prochaine, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Dans ce pays, par principe, on n'y arrive pas. Moi, je me lève le matin, je dis tous les jours à mes micro-équipes, c'est vraiment une TPE, hein. N'ayez pas peur, il n'y a que les solutions. On a un modèle qu'on a démontré, on affichait 1 000 € de capital, 1 000 € de capital au départ, et pourtant on l'a fait. Quand on n'a pas d'argent, il faut des idées. Et la difficulté en fait dans ce pays, moi je porte ce modèle depuis 3-4 ans, la vraie difficulté que je rencontre, c'est quand je rencontre, j'ai rencontré tous les ministres du logement ces dernières années, la commission des finances, etc., c'est de faire bouger les lignes à Bercy, pas la commission des finances, parce que le président de la commission des finances il est excellent, il essaye aussi de faire bouger les lignes, et après on a un modèle macroéconomique qu'on pousse, et qu'on n'arrive pas à faire pousser parce qu'on est TPE et qu'on est plus
veut faire bouger les pouvoirs publics sur un sujet, il faut commencer par les politiques locaux. Voilà. Et donc, c'est d'abord en fait votre député, et donc votre maire, et donc voilà, mais c'est d'abord eux qui vont porter le sujet, qui vont faire les courriers. Il faut savoir que quand un député écrit un ministre, le ministre est obligé de répondre, parce qu'on suit le taux de réponse, etc. Parce que là, comme il y a un indicateur, ben, on est obligé de le faire. Voilà. Donc je dirais ça. Le préfet également. Oui. Les préfets, en fait, ils sont là pour faire remonter. Bon, moi, j'ai toujours été. On sous-estime souvent les préfets. Ce sont des grands monsieur qui se lèvent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour aller traiter tous les sujets. Qui font ce qu'ils peuvent dans un cadre qui n'est pas facile, mais sont remarquables serviteurs de l'État et de leur pays. Donc il faut parler au préfet. Et puis après, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je pense que, moi je crois aux faits et à la documentation. Donc votre impact, en fait, il faut le mesurer, et puis il faut le documenter, il faut l'écrire, et puis il faut avoir d'autres qui parlent pour vous. Parce que c'est pas à vous de dire que ce que vous faites est bien. C'est peut-être à des associations, peut-être à des élus locaux, peut-être à des gens du monde de l'habitat social, de dire oui, ça c'est bien, et d'ailleurs on a les chiffres. Voilà. Mais bon, après, c'est compliqué quand même. Bon courage. Encore une ou deux questions, parce que le temps file. On pourrait passer beaucoup de temps. Et si on veut boire un petit café après. Allez-y. Merci infiniment, Madame Mathieu, pour votre témoignage ce matin, que j'ai trouvé moi aussi tout à fait passionnant. Peut-être revenir sur un élément que vous avez commencé à aborder à la fin de votre intervention, ce que j'appellerais les forces contraires. C'est un sujet, la finance positive, qui est, somme toute, assez consensuel. Moi, il y a deux exemples qui m'ont frappé tout récemment. Le premier, c'est que vous avez vu qu'une société de gestion qui est la filiale du plus grand groupe bancaire allemand a été pris la main dans le sac tout récemment, a gonflé de manière quasiment frauduleuse ses chiffres en termes d'investissement ESG, à tel point que le ministère de la Justice en Allemagne, la BCE, s'est saisi et ouvert une enquête judiciaire. Premier élément. Deuxième élément, j'ai lu un article dans la presse hier, un ancien cadre dirigeant du plus gros fonds d'investissement américain, BlackRock, qui a été remercié et qui dit dans la presse que finalement tout ça était du marketing et que tout ça va même l'investissement ISR, va même à l'encontre de la santé, de l'écologie pour la planète. C'est quand même, je dirais, un discours extrêmement choquant de la part de cette personne qui a été le poste de responsable mondial des investissements ISR. Est-ce que vous ne pensez pas que la multiplication de cet exemple puisse être vraiment une publicité négative aujourd'hui pour la finance positive, et notamment auprès de la jeune génération, et que finalement cette idée qui se distille un tout petit peu, qui est tout ça finalement c'est un effet de mode. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, c'est très très bonne question. Et c'est un effet de mode en fait. En tout cas, le SG et l'impact, etc. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, et le problème c'est de faire le tri entre ceux qui en parlent et qui le font vraiment, et puis ceux qui en parlent et qui le font pas. Et en fait, c'est compliqué. On voit quand on lève des fonds, vous avez une mutuelle, vous dites oui, c'est bien joli, mais enfin, tout le monde me raconte la même chose. Donc il n'y a que les faits à la fin. Est-ce que je l'ai fait vraiment ou pas? C'est intéressant. Moi, j'ai vu l'article paru dans la presse belge sur cette histoire BlackRock. Et j'ai regardé ce qu'il disait la personne en question. Et en fait, ce que je comprends, en fait, c'est qu'il dit, mais l'intention n'est pas bonne, en fait. BlackRock communique beaucoup sur le fait que la RSE, ça permet de faire de la perf. Et sur la corrélation entre RSE et performance. Et il dit ça va pas. Et je suis d'accord. En fait. Non, mais il y a eu énormément, il y a eu une étude de Berkeley aussi sur les entreprises qui font de la RSE, traversent mieux les crises, etc. On n'est pas obligé de faire un lien entre les deux sujets. On peut vouloir faire de la perf et bien développer sa boîte et aussi être responsable et exemplaire en matière de RSE. On n'est pas obligé d'inventer des corrélations positives et surtout si c'est la raison pour laquelle BlackRock fait de la RSE, pour mon point de vue, il y a un problème. De mon point de vue, il y a un problème. Donc en fait,
Le sujet, c'est plus en fait la clarté des intentions qu'il y a derrière, qui, à mon avis, faut regarder. Et donc après, c'est toujours la même chose, mais bien sûr, il y a des forces contraires. Pour vous dire, à France Invest, quand je dis qu'il faut que tous les fonds donnent une partie de leur carnet d'intérêt à de la philanthropie, j'ai pas que mes amis. Et il y a des forces contraires. Non, mais bon, c'est sûr. Quand je dis qu'en fait, on pourrait moduler la fiscalité accordée soit à des fonds, soit d'ailleurs à n'importe quel actionnaire en fonction de l'horizon des tensions, et que peut-être 2 ans pour l'horizon des plus long terme, c'est pas super long terme. J'ai pas que des amis. Donc, il y a des forces contraires. Mais c'est pas grave. C'est aussi comme ça qu'on se construit. Vous êtes avocat, vous savez qu'on se construit dans la dialectique, il faut du débat. Mais je dis pas que j'ai raison, je dis quelles sont mes convictions. Un tout petit mot pour vous faire sourire sur le même thème, quand même. Il y a plus de 10 ans, j'ai fait une conférence avec Isabelle qui était là, avec le patron de LBO France, et on était déjà dans des LBO qui commençaient à être matures, mais on sentait qu'il y avait un sujet quand même entre l'argent qui circulait à court terme, les salariés qui ne touchaient pas, 5 personnes qui devenaient riches, il y avait un sujet. Et on avait écrit un truc, et on avait fait un article, et on avait fait à la conférence, on avait inventé avec le patron du fonds, les dividendes du travail. On avait dit, si on veut aligner tout le monde dans l'entreprise, on ne peut pas continuer, excusez-moi, mais c'est une vraie conviction, à rendre 4 gars riches, même s'ils ont bien bossé, ou etc., si on ne partage pas un petit peu la valeur avec les salariés. Il ne vous a pas échappé quand même que pendant le Covid, les cadres étaient derrière souvent leur écran, et puis ceux qui devaient bosser à l'usine pour faire de la production, ils y étaient quand même. Et donc on avait inventé les dividendes du travail en disant, à chaque fois qu'il y a une vente, les salariés doivent toucher quelque chose, parce que si vous faites confiance juste à la générosité humaine, avec la participation, simplement, vous allez vous rendre compte qu'au niveau des stats, on n'y est pas vraiment. À l'époque, on s'était juste fait huer à la tribune, quand même. Donc, on avait dit, non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas partager ça avec les salariés. Et c'est un des enjeux fondamentaux aussi. C'est un des enjeux fondamentaux. On n'a pas forcément besoin de faire un lien avec tout, mais en même temps, si vous ne réalignez pas les gens en leur donnant un peu plus de sens, l'argent, c'est aussi du sens. Et donc, si vous ne réalignez pas les gens, on a un sujet. Et donc, c'est tout ce qu'on est en train de se dire là. On n'est pas obligé de faire RSE égale forcément profitabilité, mais profitabilité, ça peut être aussi du RSE. Mais ce n'est pas forcément rien. C'est très vrai sur l'actionnariat salarié. Comme je disais, ça change le regard sur l'entreprise. On a 2 sociétés, en fait, Vatus et BBL, où dans les semaines qui ont suivi la mise en place de l'actionnariat salarié, les salariés sont venus avec des idées d'acquisition pour le groupe. Super. Les gens, mais oui, moi je suis actionnaire et tout, donc ça veut dire que tu peux faire une proposition, en fait, il faudrait racheter telle boîte, là, parce que je la vois au quotidien. Non, mais il y a des trucs qui se passent. Et donc, voilà, moi, c'est peut-être le côté, ma grand-mère faisait tourner un café dans les Flandres. Je suis un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc, quand quelqu'un me tient un discours, etc., je dis oui, et je regarde les chiffres, et je regarde les faits. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire comme ça. Mais le tri va se faire vite. Là, il y a un effet de mode. Là, tout le monde en parle. Mais le tri va se faire assez vite, ça va se voir assez vite. Il faut regarder Danone, ça va se voir, en fait. Ceux qui disent et qui font pas... Autre petite question, et puis après, on boit un petit café. On a du temps. Bon. Personne ? C'est super clair. La route est tracée. Alors, merci d'applaudir parce que franchement, ça vaut le coup. Merci de cette intervention. Je voudrais dire que c'est rafraîchissant et en réalité, il ne faut pas avoir peur du futur quand même. C'est-à-dire qu'en permanence, nous, on vit nos moments présents par rapport à l'éducation. Et je prends souvent cet exemple, quelqu'un qui est né comme moi dans les années 60, il a connu son grand-père, son arrière-grand-père. Donc forcément, ça m'a relié aux 2 siècles précédents. Et on ne comprend pas tout dans ce qui se passe. Et donc il faut faire aussi beaucoup confiance aux jeunes générations. Et je suis comme Fanny, je suis enthousiaste de voir ces jeunes qui font un peu voler les modèles en éclats, en réalité, pour dire, bon, bah, écoutez, ce que vous me proposez, moi, c'est plus de contraintes que de bonheur, donc j'ai pas envie de ça, et j'ai envie d'avancer, et donc je suis plutôt très optimiste pour l'entrepreneuriat et pour les entreprises. Qu'il y ait des choses à réinventer qui sont
peut-être avec beaucoup moins de contraintes et plus d'efficacité, avec des façons de vivre ensemble différentes, oui, ça c'est une évidence. Donc on est là, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Et au contraire, je trouve que dans nos générations, on a vécu sur une espèce de fil de traîne, les 30 glorieuses, même si elles sont transformées en 30 piteuses, etc. Et en réalité, on est en train de nouveau de réinventer une énorme chose. Enfin, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ça pulse dans tous les sens. Et moi, je pense qu'on devrait tous avoir 25 ans de moins, parce que j'espère que l'avenir qui va se présenter à nous va être incroyable. Mais aussi, ce que je voudrais dire aussi, et ça c'est pour moi très important, c'est qu'on est en responsabilité. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis des jeunes générations, vis-à-vis de nos enfants. On ne peut pas leur laisser un truc en disant « merci pour tout, je suis né dans les années 60, c'était super bien, on n'a connu rien du tout, et démerdez-vous avec la fin ». Non, ça c'est pas possible. Donc, toutes ces initiatives-là, elles sont fondamentales, parce que le capitalisme, c'est pas juste de faire de l'argent pour autrui, c'est aussi de faire société. Et vous regardez, je me suis plongé dans tous les écrits de Ford, de Galbraith, de plein de choses pour préparer cette conférence, et je ne somme pas avec ça. Mais il y avait cette conviction quand même de ces entrepreneurs que l'entreprise faisait sens. Voilà. Donc, je voudrais finir par ça, et donc l'avenir est devant nous. Merci en tout cas. Allez.